14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Jean-Charles Bouchou, nous évoquons les violences invisibles que grâce à Jean-Charles, on va rendre visibles justement durant ces 2 heures. Bonjour Méline. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Méline. Et vous avez mis un certain temps à les rendre visibles, me semble-t-il. Hein. C'était votre ex qui était pas terrible? Tout à fait. J'ai mis 9 ans quand même à réussir à sortir de ce marasme. Et en fait, je comprends beaucoup de choses juste avec ce que vous avez déjà échangé avant. Parce qu'effectivement, le mot qui m'a frappé le plus, c'est qu'il faut d'abord se respecter. Oui. Et quand on a eu un père comme le mien qui ne pointait du doigt que ce qui n'allait pas, qui nous traitait, qui nous disait qu'on avait des gros culs, qu'on était moche, que ci, que ça, en fait, je pense qu'on répercute une fois qu'on est adulte et on accepte des choses qui seraient absolument inacceptables parce qu'on les prend comme quelque chose de tout à fait normal. Qui sont absolument inacceptables. Faites attention à ne pas dire qui serait, parce que ça voudrait dire que vous êtes prête encore à retomber dans ce genre de relation. Oui, puis il y a le phénomène de répétition aussi. Ça, c'est intéressant de le repérer. C'est pourquoi est-ce que nous répétons à l'âge adulte les mêmes scènes que lorsque nous étions enfants. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs propositions. Freud lui dit, nous répétons les scènes de notre enfance en espérant que cette fois-ci, nous allons pouvoir les résoudre. Donc les purifier, si vous voulez. C'est-à-dire, quand j'étais enfant, j'ai subi. Adulte, inconsciemment, je vais recréer ou permettre que se recrée la même situation pour pouvoir dire non cette fois-ci. Le problème est que si je me retrouve face à quelqu'un qui m'agresse, je vais régresser dans une posture d'enfant et réagir comme quand j'étais enfant. Et c'est comme ça, comme dit Méline, qu'une situation peut durer 9 ans. Comment vous l'expliquez, vous, Méline ? Je l'explique pour plusieurs raisons en fait. Déjà, c'est vrai que je suis quelqu'un de gentil et je n'ose pas dire les choses. J'ai toujours peur de blesser. Et le problème, mais vous n'êtes pas gentil avec vous-même. Voilà. Voilà, et tout le monde me le disait, tout le monde autour de moi me disait, mais il te respecte pas. Mais bon, après, quand on est amoureux, et j'étais vraiment raide dingue amoureuse de façon inconditionnelle, je me disais que c'était pas possible. Mais alors, qu'est-ce qui fait que vous étiez raide amoureuse de lui? Je sais pas, je devais être complètement maso. Non, mais c'est intéressant, vous voyez, parce que moi bien sûr, je comprends, hein, Méline, je suis pas du tout en train de critiquer ce que vous êtes en train de me dire. C'est juste pour aider ceux qui nous écoutent à peut-être se sortir d'une situation dans laquelle ils sont et qui est similaire à celle dans laquelle vous étiez. Hein. C'est pour ça que je vous dis, mais qu'est-ce qui fait que vous étiez super amoureuse de cet homme qui vous respectait pas? C'est vrai qu'au niveau, il y avait un feeling physique qui était extraordinaire. Il avait, dans son apparence, je me souviens, la bouche de mon oncle qui m'avait élevé comme si ça avait été mon père. Il ressemblait à Bernard Tapie que j'adulais. Enfin bref, il y avait plein de choses qui m'ont fait que la première fois que je l'ai vu, je suis tombée raide dingue amoureuse de lui. Le problème, c'est que je suis pas complètement sotte et que je voyais bien que quelque part, des choses n'allaient pas, mais je ne voulais pas les voir parce que je me disais que c'était pas possible. En plus, il avait un discours qui était complètement opposé à la façon dont il me traitait. Je vous donne juste un exemple. Ce qui se passe, Méline, ce qui se passe avec les personnes comme ça, c'est qu'elles sont clivées, c'est-à-dire coupées en deux. Un petit peu comme dans le roman Jekyll et Hyde. Donc on a un docteur Jekyll qui est magnifique, qui fait très bien l'amour, qui a un discours formidable, et puis derrière on se coltine le Mr Hyde qui va nous insulter et nous rabaisser. Donc qu'est-ce que nous avons à apprendre là dans cette histoire? C'est qu'à un moment donné, il faut apprendre à renoncer. C'est-à-dire soit j'épouse Dr Jekyll, mais je sais que je vais me coltiner Mr Hyde, soit je renonce à Mr Hyde, mais je dois aussi renoncer au Dr Jekyll. Parce que ce qui se passe quand j'ai affaire à quelqu'un de clivé, c'est que je finis par me cliver moi-même. Et vous êtes en train de le dire. Je voyais les bons côtés et je faisais comme si les mauvais côtés n'existaient pas. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Voilà. Et le problème, c'est que j'ai perdu confiance en moi au fur et à mesure. Ouais. Et quand vous avez, par exemple, quelqu'un à un repas qui passe son temps à photographier votre ami, votre jolie copine, alors que vous vous sentez déjà pas bien dans votre peau, et qu'au retour à la maison, quand vous lui dites non mais attends, t'as vu les photos? T'as pris des photos que de ma copine, il y en a eu aucune de moi, et il va vous persuader que c'est vous qui êtes complètement cinglé, que non, c'est complètement injustifié, et qu'il en a ras le bol que vous le fassiez des crises de jalousie, etc.
alors que c'était évident. J'avais les photos sous les yeux. Donc au bout d'un moment, vous vous dites, mais je suis complètement folle. Et comme vous dites, à un moment, la survie, c'est de se sauver. Et j'ai mis beaucoup de temps à le faire parce que plusieurs fois, il est revenu avec moultes excuses, des lettres magnifiques. Et c'est vrai qu'au départ, pendant 6 mois, il était génial. La seconde fois, c'était pendant 6 semaines. La troisième fois, c'était pendant 6 heures. Enfin bref. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il va me tuer. Je vais finir par mourir. Tellement j'avais perdu confiance en moi. Et donc après, j'ai eu un déclic, une amie qui m'a dit, mais attends, ou tu peux continuer sur le chemin que tu connais avec lui où tu souffres, ou alors tu prends la tangente et tu essaies un autre chemin. Mais c'est vrai que ça a été hyper dur, parce que je l'avais dans la peau, ce gars. J'ai mis des années avant de ne plus rêver de lui. Mais est-ce que vous pouvez entendre ce que vient de dire Jean-Charles Bouchou, qui me paraît quand même très important, oui, que vous ne vouliez pas renoncer à, justement à Mr. Hyde. Et puis dans cet exemple, on pourrait dire les violences, elles sont bien visibles quand même, parce que c'est flagrant, le fait qu'il photographie votre ami, tout ce que vous nous avez décrit. Elles sont invisibles à vos yeux, c'est parce que vous utilisez le déni vous aussi. C'est parce que vous ne voulez pas voir, en fin de compte. C'est pour ça que je me contente de dire en début d'émission, les violences invisibles, rendons-les visibles. Une fois qu'elles sont visibles, après on fait des choix. Après on gère. On prend de la distance, on s'en va. Oui, mais enfin, Jean-Charles Bouchou, on a fait une émission sur le déni il y a la semaine dernière, je crois. Si on est dans le déni, c'est justement parce qu'on ne voit pas. Excusez-moi. Hein, parce qu'on va pas, ou parce qu'on ne veut pas voir, oui, tout à fait. Bah d'accord. Mais c'est là où la violence est invisible. Bah oui, mais quand on est dans le déni, on est dans le déni. Je veux dire, on ne peut pas le voir, justement, puisqu'on est dans le déni. C'est toute la difficulté. Bien mais pourquoi vous restiez comme ça dans le déni jusqu'au moment où ça devient tellement douloureux que vous ouvrez les yeux? En plus, il y a quelque chose qui se produit avec les personnes qui emploient, parce qu'on va lâcher le mot pervers narcissique, je crois qu'on est en plein dedans. C'est qu'à un moment donné, tout commence par de la séduction. Évidemment. Donc il se rend propriétaire d'une belle image de vous, si vous voulez. Mais tu as commis une faute, mais tu as commis une erreur, mais t'es pas si bien, mais vous voyez, après il vous dévalorise. Mais à l'origine, et c'est comme s'il était propriétaire lui aussi de votre bonne image. Et si vous le quittez, vous perdez cette possibilité que vous auriez peut-être de pouvoir rebriller à nouveau, parce que en fait, il s'est rendu maître de votre psychisme. Hein. C'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Et ce qui est intéressant dans votre témoignage également, pour ceux qui nous écoutent, Méline, c'est qu'on voit bien votre amie, votre meilleure amie, ou enfin en tout cas une amie, ne cessait de vous mettre en garde et ne cessait de vous faire remarquer. Et pourtant, vous ne vouliez pas l'écouter. Et ça, c'est important parce qu'on a parfois, en effet, des amis qui sont sous l'emprise, le mot n'est pas trop fort, sous l'emprise de quelqu'un qui leur fait du mal, mais tant qu'elles ne veulent pas le voir, on a beau leur répéter, ça ne sert à rien. Non seulement ça, mais ça peut même être contre-productif, parce que imaginez qu'on vous dise du mal de quelqu'un que vous aimez, immédiatement vous allez prendre sa défense. C'est ce qui s'est passé. Ma soeur, la première fois qu'elle l'a vu, m'a dit oh là là, oh là là, oh là là. Mais je me suis presque fâchée avec ma sœur, effectivement. Et je me suis fâchée avec beaucoup de mes amis autour, parce que, comme vous dites, je le défends des becs et ongles. Tout en sachant quelque part qu'il y avait quand même quelque chose qui n'était pas normal. C'est-à-dire, il y avait votre part inconsciente qui le savait, mais en apparence, vous ne pouviez pas le voir parce que ça avait été si beau au départ. Et puis, il y avait sans doute aussi cette puissance charnelle entre vous à laquelle vous ne vouliez pas renoncer. Oui, parce que ces personnes qui emploient des mécanismes de défense pervers narcissique, encore une fois, on retrouve plein de mécanismes chez eux, et il y en a certains qui nous plaisent beaucoup, c'est qu'ils sont sans limite. Et ça, d'un point de vue sexuel, ça fait rêver quand même. L'autre est sans limite, tout est possible avec lui ou avec elle. Et c'est vrai qu'on s'attache beaucoup à des personnes comme ça, en se disant, ça fait rêver, mais il y a un prix à payer. Oui, je suis désolé. Il y a un prix à payer, il est élevé parfois. Il a été très élevé, oui. Ça va aujourd'hui, vous avez pu remonter la pente, Méline? Je me suis reconstruite, mais j'ai failli retomber dans le travers, effectivement, sauf qu'aujourd'hui, j'ai appris à dire non et j'ai appris à me respecter un peu plus. D'accord, donc vous avez répété, mais vous vous êtes rendu compte très rapidement que vous étiez en train de répéter la même chose. Oui. C'est gagné, c'est bien. Oui. En fait, c'est une grande thérapie. La vie est une grande thérapie. Et comme je dis souvent, quand on rentre en dépression, par exemple, ou quand on rencontre comme ça une situation catastrophique, bien sûr qu'il faut en sortir, mais n'oubliez pas, avant d'en sortir, d'en tirer le trésor, parce qu'un trésor est offert. Je ne sais pas si vous avez les livres dont vous êtes le héros. Le héros, il est dans une superbe prairie verdoyante, c'est magnifique, il y a des elfes, vous aurez reconnu Tolkien peut-être. Et à un moment donné, il doit rentrer dans une forêt. Dans cette forêt, il y a de vilaines araignées, etc. Mais il ne peut pas faire demi-tour. Il doit pénétrer la forêt
trouver le trésor, l'élixir qu'il a à récupérer et en sortir ensuite. Donc quand on rentre dans une relation comme celle-là, c'est important d'en sortir bien sûr, mais d'en sortir avec l'élixir. Et ça, Méline, j'ai le sentiment que vous l'avez fait. C'est ça qui est très beau. Oui, je pense, parce que je me sens beaucoup mieux dans ma vie maintenant, effectivement. Et donc, vous avez aussi un petit peu réparé la blessure que vous a fait votre père, du coup ? Parce que tout est là. Quelque part, oui. Et d'ailleurs, c'est vrai j'ai un meilleur contact avec lui aujourd'hui et j'arrive à lui pardonner beaucoup de choses. On n'est jamais obligé de pardonner, hein, cela dit, Méline. Oui, c'est mon père. C'est difficile. Oui, non, mais j'ai pas dit qu'on ne devait plus vous revoir son père. Je dis que vous n'êtes pas obligé non plus de lui pardonner. Vous pouvez le revoir tout en sachant quand même le mal qu'il vous a fait. Voilà. Oui, en même temps, quand on a dépassé une période de crise avec quelqu'un, le pardon, il est automatique, il se fait tout seul. Hein. On ne décide pas. Moi, je me méfie beaucoup des personnes qui décident de pardonner. Ça, j'y crois pas beaucoup. Mais par contre, à un moment donné, quand on s'est apaisé, on m'a fait du mal, ben ouais. Oui, vous avez lâché prise par rapport à votre père. Vous êtes passé à autre chose, Méline, c'est ça ? Disons qu'il avait certainement aussi ses blessures qui ont fait qu'il a agi comme ça. Alors là, je vous reprends, si vous le permettez. C'est pas parce que j'ai souffert ne me donne pas le droit de vous faire du mal. Absolument. Merci Méline en tout cas. On fait une petite pause et on retrouve notre Sexy News, Julia Palombe.